Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Marc Rastoin. Marc Rastoin, bonjour. Bonjour. Marc Rastoin, vous êtes jésuite, bibliste, vous enseignez notamment le Nouveau Testament, en particulier Saint Paul, ici à Loyola et puis à Rome, et puis vous avez beaucoup écrit sur l'œuvre de Luc. D'une manière peut-être plus surprenante, vous avez sorti en octobre dernier, en octobre 2025, un guide catho des séries aux éditions de l'Emmanuel. Alors, c'est quand même un petit peu surprenant. On passe de Saint-Luc et de Saint-Paul aux séries. Comment un jésuite bibliste en vient-il à s'intéresser aux séries? De par ma culture familiale, on était très branchés cinéma. Maman connaissait très bien le cinéma américain et j'allais dire depuis toujours, ma détente numéro un, c'est le cinéma. Et j'avais découvert quelques séries au début des années 2000 et puis j'ai eu une longue interruption en fait jusqu'au confinement. Et c'est à l'occasion du confinement que j'ai découvert un peu la nouvelle dimension comprise les séries, qui sont devenues peut-être le média, en tout cas pour la part la plus jeune de la population, mais pas que, le média culturel peut-être le plus diffusé maintenant, avec un niveau de qualité, de travail sur les scénarios et de qualité globale, qui n'a rien à voir avec les séries de la fin du XXe siècle, les Dallas, Dynasty et autres, les soap opéras et tout. Et donc, c'est devenu un média culturel et il me semble que c'était une réalité à évangéliser, donc j'en avais découvert quelques-unes. Et donc après, on s'est mis d'accord avec l'éditrice pour se centrer d'abord sur les grandes séries. Hein, c'est pas un guide des séries catho, c'est d'abord ça serait assez vite fait. C'est vraiment des grandes séries, mais en portant un regard de chrétien, de bibliste sur ces séries. Mais quand même, pour en venir à faire un livre, voilà, si vous aviez un peu la jeunesse de cet ouvrage. En fait, au départ, je leur avais proposé quelque chose sur le cinéma, sur les grands films, parce que j'avais quelques idées. Et en fait, ils m'ont dit: «Oui, mais bon, ça existe déjà. Il y en a des très, très bons en France actuellement». Voilà, il y a notamment un journaliste du Figaro qui en a fait un remarquable. Et par contre, sur les séries, ça n'existait pas. Donc en fait, 1 an et demi ou 2 ans après, on s'est reparlé et puis j'ai dit: «Beh, pourquoi pas les séries?» Il me dit: «Ah, je vais en reparler». Donc tout d'un coup, comme ça n'existait pas, ils se sont dit: «Ben, ça vaut le coup de le faire». Effectivement, c'est vrai que c'est assez original. On ne pense pas avoir ça sous, Alors, sous le coude. sachant que c'est pas vraiment un livre, c'est un guide, donc c'est quelque chose à consulter. Il y a une longue introduction, on y reviendra sur ce que j'essaye de faire dans l'introduction, mais après, il y a 2 pages par série, où il y avait quand même le challenge, pas petit de faire une critique un peu profonde sans faire de spoiler, sans dévoiler un élément clé de l'intrigue. Parce que là, personne n'a envie de lire une présentation qui trahisse l'histoire. C'est sûr que si on apprend le contenu de l'épisode 5 de la saison 6 dans votre livre, ça n'ira pas. Alors, justement, y a-t-il un traitement particulier de la foi ou de la religion chrétienne, disons, pour décider vraiment de faire un guide catho des séries? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un regard particulier posé sur la religion ou quid? Non, pas du tout, mais je dirais, je m'inspire de l'esprit de la lettre du pape François sur la littérature. C'est-à-dire que toute grande littérature, toute grande œuvre d'art nous dit quelque chose de l'humanité. Au fond, dans la Bible aussi, il y a des pécheurs, il y a des meurtres, des viols, des assassinats collectifs, des guerres. Bon, comme disait le père Beauchamp, la Bible nous en dit autant sur les pécheurs que sur les saints et c'est irremplaçable. Les séries, souvent, peuvent être sombres. On a beaucoup discuté des questions de public. C'est vrai que les séries ont été, les grandes séries du début du 21e siècle ont été lancées par des chaînes câblées qui étaient destinées aux adultes, ce qui fait qu'en termes de violence et de sexe, il y avait des limites qui n'étaient pas celles des séries grand public. Donc ça, c'est un vrai facteur à prendre en compte. Alors, c'est pas le cas de toutes les séries. Voilà, je recommande aussi plusieurs séries plus familiales, mais et elle nous montre, elle nous parle de l'humanité, voilà, de notre humanité, de l'ambition, de la jalousie, de l'amour vrai, dans ses perversions, dans ses vérités. Et alors, en tant que prêtre, évidemment, je suis très attentif au dialogue sur la foi, la représentation, par exemple, de la confession, de la question du pardon, comment le péché, au fond, ses conséquences sont montrées ou pas. Quand il est question de la bonté ordinaire à la Vassili Grossman, parfois même dans une série un peu improbable, on peut trouver des pages évangéliques, des scènes évangéliques. Donc j'assume complètement que mon regard est vraiment un regard théologal, j'allais dire, chrétien.
Donc je parle pas mal de la foi, de la question du péché, de la confession, la place des prêtres, du couple, comme certains le savent, je suis très intéressé par la question du couple et de la famille, donc j'ai souvent des zooms sur certaines relations de couple qui sont au centre. Alors, par exemple, il y a une série d'espionnage actuelle de diplomates qui est vraiment centrée, au fond, en réalité, sur la question du couple majeur, leur crise, leur retrouvailles, c'est une sorte de crise de couple. Vont-ils arriver à se retrouver? Donc, voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Un regard, théologal. Vous mentionniez vous-même qu'il y a des séries très violentes. Alors, est-ce que vous avez fixé des critères un petit peu pour parler de telle ou telle série? Parce que c'est vrai que, voilà, quand on regarde votre ouvrage, on voit que vous parlez de Game of Thrones, de La Casa del Papel. On voit, enfin, pour ceux qui l'ont vu, les ont vus, on sait très bien que c'est très violent. Voilà, quels ont été un peu vos critères de choix? Alors, bon, déjà, j'ai pas tout vu, hein, souvent dans certains cas, il faut être honnête. Avec mon éditrice, on a rajouté un développement assez long à la fin de l'introduction, justement sur les critères de discernement à avoir avant de se pencher sur une série. On a opté pour ne pas mettre des espèces d'étoiles, d'indicateurs, moins de machin, trucs, interdits ou moins de trucs. J'ai toujours une phrase pour mentionner quand il y a vraiment des passages durs, quel que soit le niveau on va dire, de violence ou de crudité, si je puis dire. Bon, celui qui a des oreilles, qui l'entende. Je dis bien, bon, il faut savoir arrêter une série quand elle nous fait pas du bien. Voilà. Moi, il y a personnellement une série dont tout le monde me parlait depuis le début comme étant, elle est dans toutes les listes, dans le top 5 depuis 25 ans, qui est Breaking Bad. Moi, j'ai tenu à mal à peine, hein, on dirait, parce que c'est une descente aux enfers absolument terrible. Donc, il y a un côté extrêmement dur. J'ai arrêté assez vite. Donc, il y a des séries où il faut savoir arrêter. Voilà. On a choisi, voilà, pour un système assez discret, mais je pense assez explicite, pour dire, quand je dis à la fin, voilà, il y a, pour chaque série, il y a pour quel public. Alors, pour qui aime les séries d'espionnage à la James Bond, pour qui aime les histoires familiales, machin, qui aime les séries britanniques, d'atmosphère, etc. Donc, c'est assez clair. Et je dis toujours, sans avoir peur, enfin, ou pour les gens qui n'ont pas peur du sang, ou bon, ce qui peut arriver pour des séries médicales qui sont tout à fait, mais moi personnellement, quand le sang gicle à l'écran parce qu'on vient d'ouvrir le cœur, j'ai un peu de mal. Je pense à Hippocrate ou à The Pitt, bon, qui sont des bonnes séries. Voilà, donc je pense que c'est assez clair pour quelqu'un qui a un peu une petite idée des médias, bon, de discerner lui-même au fond si cette série est visible ou pas, seul, en famille, voilà. Et vous-même, dans le choix des séries que vous avez faites, les plus populaires, celles qui vous avaient quand même marqué d'une manière ou d'une autre? Alors, j'assume le fait que, et c'est normal, enfin, ça serait le cas de n'importe quel guide, on a voulu à la fois concilier un peu, il y a quand même toutes les grandes séries, j'allais dire, qui sont dans toutes les grandes classifications depuis 25 ans, Bureau des légendes, Yellowstone, bon. Et en même temps, évidemment, j'ai une petite marge de choix. Alors, j'avais proposé un certain nombre de séries qui ont été refusées par mon éditrice dans la première version, qui m'en a proposé d'autres. Donc, c'est vraiment un guide qui va inclure quand même, je dirais, 75 des très, très, très grandes séries. Après, moi, j'ai des angles morts, hein, chacun a ses angles morts. Il n'y a quasiment pas de dessin animé, il n'y a pas de série d'horreur parce que j'aime pas, il n'y a quasiment pas de science-fiction. J'ai rien contre, mais je trouve que c'était pas sur les bonnes chaînes. Voilà. Alors, on a à la fin, il y a 25 séries qui sont à part, dans un classement à part, où j'ai un petit paragraphe d'introduction. Je dis voilà, il y a des séries que j'ai pas vues, mais tout le monde est d'accord pour dire que elles sont super bien faites, etc. J'avais juste pas envie de les voir, genre The Crown. Je dis ok, c'est génial, c'est bien fait, tout le monde en parle. Et puis j'ai une note en disant bon, alors pour dire la vérité, certaines de ces séries je les ai vues, mais mon éditrice n'a pas voulu les mettre dans la première classification. Point Ses oreilles sniff. vont sonner. C'est ça, sniff, sniff. Et puis là, elle a fait un encadré. Note de l'éditrice, s'il n'en avait tenu qu'à lui, vous auriez entre les mains un guide catholique des séries d'espionnage israéliennes. Fin de crochet. Alors tout le monde croit que c'est une erreur de l'éditeur. Non, non, on a fait exprès de garder la blague en note. Voilà, parce que en fait, à la fin, j'ai pas trop, je crois que j'ai 6 ou 7 israéliennes. Bon, sur 100, c'est pas non plus, sachant ils en ont des très très bonnes. Donc, Alors, pour en revenir un peu au style de la série, parce que vous disiez qu'au début oui. vous aviez un projet de cinéma, est-ce qu'il y a à force d'en voir, il y a des spécificités des séries qui vous apparaissent? Alors, il y a tout un débat assez technique dans le monde de l'université sur le retour au feuilleton. C'est-à-dire qu'au fond, on retrouve une technique qui avait été celle avant les grands romans, au milieu du 19e, des feuilletons au kilomètre un peu, avec des intrigues secondaires qui prennent pas mal de place. Alors, on voit les différences, par exemple, entre des séries qui suivent un livre, qui suivent des livres, et où dès le départ, on sait qu'il y aura 3, 4, 5, 7 saisons. Game of Thrones est un bon exemple, qui est
qui perd en qualité dès qu'on quitte le bouquin de Martin. Il y a actuellement une série anglaise un peu mythique pour les amateurs qui s'appelle Slow Horses, qui est absolument géniale, qui est basée sur des romans d'espionnage anglais. Donc on suit la série, donc il y a un scénario solide à chaque fois puisqu'on suit des livres. Et puis il y a des bonnes séries qui étaient faites pour durer 1 ou 2 saisons, puis on voit bien qu'à la fin, dans les 5 dernières minutes, les producteurs disent ok, banco pour une deuxième saison, et ça devrait boucler narrativement, humainement, et puis ça repart, parfois de manière très artificielle. Donc là, il y a vraiment une contrainte que n'ont pas les films ou les romans, qui doivent finir, à moins que vous écriviez une trilogie. Euh, voilà, qui fait qu'on peut honnêtement dire une saison peut être excellente, et puis la deuxième vraiment nulle. Voilà, il y a là ici quelque chose dans la répétition notamment, hein, dans la décision de continuer, quelque chose qui peut fragiliser un certain nombre de séries, qui peuvent avoir 1, 2, voire plus bonnes saisons, et puis vraiment perdre en qualité. À moins de relancer complètement. Si on prend en thérapie, il y a 2 saisons, bon, bah, c'est indépendant, et il y a eu un travail de scénario, on va dire, tout aussi bon sur la première que sur la seconde. Voilà. Alors après, quand ça marche, évidemment, ça c'est assez rare, une série qui n'était pas prévue pour durer plusieurs saisons au départ, mais qui finalement trouve son rythme, ce qu'on appelle les showrunners, où les scénaristes sont bons et ils arrivent à maintenir la qualité de dialogue, la qualité de scénario, sans tomber dans la répétition. Ça, c'est quand même un peu le problème. Des bonnes séries, je pense à Peaky Blinders. Moi, j'ai arrêté au bout d'un moment assez vite parce qu'en fait, à partir de la fin de la deuxième, début de la troisième, ça commence à plus être intéressant. Enfin, c'est répétitif. Alors, on reste parce qu'on s'attache au personnage. D'un point de vue humain, je pense que c'est très important, les séries. Pourquoi ça marche? On dit pourquoi ça marche? Pourquoi? Parce qu'au fond, les personnages qui sont souvent assez fouillés, assez travaillés, nous deviennent un peu, comme dans les feuilletons, en fait, des gens dont on a envie de savoir ce qui va leur devenir, ce qu'ils vont devenir. Donc, on reconnaît que c'est moins bon. On dit, ouais, non, je suis en train de voir machin, non, c'est moins bien. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle va devenir, Virginie, ou que va devenir Robert, etc. Non. Et ça dit quelque chose de notre humanité. Au fond, comme on a dans notre humanité l'intérêt qu'on a les uns pour les autres, que vont devenir les uns et les autres. Et donc la série nous rapproche de nos vies contemporaines, nous rapproche de nos vies peut-être plus que voilà, une grande aventure, un film, une histoire. Là, il y a ce côté aussi parfois plus quotidien, plus lent, qui rejoint notre rythme. Mmh. Ouais, donc quelque chose qui rejoint notre rythme et en même temps aussi quelque chose qui nous pousse à travailler notre empathie finalement, donc en quelque sorte, ou qui joue là-dessus en tout Ah, cas, je non? pense que comme la grande littérature et le grand cinéma, c'est-à-dire que ça nous touche. Voilà, donc d'où l'importance aussi de relire un petit peu. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous tire vers le haut ou est-ce que ça nous tire vers le bas? Bon, ce qui est le cas de toutes les grandes œuvres. Sachant qu'une œuvre particulièrement dure, cynique ou cruelle, peut au fond, en contrepoint, nous tirer vers le bien. L'exemple classique étant Les liaisons dangereuses, qui est au fond éminemment moral en réalité. C'est-à-dire que ça montre que le crime ne paie pas, en tout cas la tromperie. Celui qui creuse une fosse finit par y tomber. Au fond, c'est déjà dans la Bible. Mais alors on voit ça dans pas mal de séries. Bon, alors, Breaking Bad, de ce point de vue-là, est implacable parce que il va tout perdre finalement le héros en basculant dans le mal. Mais on pourrait prendre d'autres exemples qui montrent que, oui, c'est rare que le péché crée le bonheur quand même. Voilà, c'est même impossible en fait. Et justement, plus largement, toujours dans cette, dans ce regard théologal, ce regard chrétien posé sur les séries, est-ce que vous pourriez un peu nous partager une manière de regarder ces séries, votre manière chrétienne de les regarder? Moi, je suis assez attentif, voilà, au dialogue. De temps en temps, je m'arrête, je prends une note, je note une phrase d'un dialogue qui me paraît particulièrement intéressante. C'est pour ça que je cite souvent, j'essaye dans chaque critique d'avoir une phrase ou un élément de dialogue de la série. Parfois, c'est en passant. Je me souviens d'une série là où on est dans un hôpital et un père de famille arrive et il y a un prêtre qui est là, qui attend pour autre chose. Et il y a un dialogue entre le prêtre et lui qui est vraiment très bien. Moi, j'avais été très marqué par une série que j'avais vue en 2003, je pense, qui s'appelait Prison Break, dans lequel le personnage principal, après avoir fait sortir son frère de prison, se confesse à un prêtre. Et c'est une vraie confession. Alors, en France, ça serait dur à trouver, déjà des chrétiens pratiquants ou des scènes de confession non ridicules, on va dire. Mais ça existe dans d'autres pays et c'est intéressant. Il disait, au fond, j'ai voulu faire quelque chose de bien, j'ai libéré mon frère qui était en prison, mais c'est l'effet du double effet en théologie morale. J'ai libéré des méchants avec ça. Donc il y a du mal qui va se faire à cause d'une action que j'ai voulu pour le bien, mais il se trouve que ça va aussi créer du mal. Et donc il a une discussion assez approfondie, assez théologique avec le prêtre là-dessus. Voilà, donc je suis un peu attentif à ces moments-là, voilà, ces moments de vérité entre les êtres humains, où
tout d'un coup, il y a une parole vraie qui sort. Ouais, donc ne pas hésiter à s'arrêter dans la série, même si c'est difficile, pour se poser, prendre le temps. Il y a des Et tempéraments différents. Moi, c'est plutôt comme ça que je fais quand on la regarde pas, quand je la regarde seule, ou que je peux m'arrêter, faire un arrêt sur image et noter le dialogue. alors voilà, vous avez parlé de pas mal de séries. Est-ce que vous auriez une recommandation inattendue à faire à nos auditrices et auditeurs du Loyola Café? Alors, en général, c'est pas votre cas. On m'interroge sur la série sur Jésus de Chosen, alors sur lequel j'ai écrit des pages et des pages sur mon site. Bon, C'est ça qu'il faut bien être un peu inattendu. voilà. Alors, il y a on va dire deux esprits qui m'intéressent. C'est par leur tournure d'esprit, par leur philosophie globale. Ce que je recommanderais vraiment à peu près à tout le monde, notamment aux familles catholiques, c'est tout ce qui est fait par Julian Fellowes, depuis Downton Abbey, Belgravia, The Gilded Age, à voir avec ses cousines ou ses nièces. C'est vraiment remarquable. Donc, il en a fait quand même 7 ou 8, d'English Game. Assez moral, au fond, assez biblique, assez moral. Dans une autre forme d'esprit, moins chrétien, mais plus intéressant, plus dans l'esprit de Colette, c'est tout ce que fait l'auteur de Yellowstone, Taylor Sheridan, donc Landman, Yellowstone, avec un esprit assez sapientiel, une conscience aiguë du drame de l'existence humaine, mais sans désespoir, sans cynisme. Ça, c'est des visions intéressantes. Après, j'ai beaucoup recommandé à des amis, en français, ça s'appelle L'Espionne de Tanger, El Tiempo entre costuras, qui a eu un immense succès à la télé espagnole il y a 10 ans, qui est l'histoire d'une jeune couturière espagnole pendant la guerre civile, et elle est au Maroc. Voilà, donc une série qu'on peut voir en famille, et où on découvre notamment la qualité des robes Chanel entre 36 et 39. Je pense que c'était un des grands moments de la haute couture française. Comme quoi, il y a des angles inattendus. Nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin. Un mot de la fin, les séries, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut prendre avec modération. C'est un fantastique médium culturel, tout comme le cinéma, le théâtre ou la littérature. Moi, j'essaie de continuer à lire des romans. Je ne m'oblige à rien. J'ai pas envie il y a certaines séries que je voulais pas voir, je les ai pas vues. Parfois, il faut arrêter, il faut savoir arrêter. Il faut être très libre et voir dans quel état d'esprit ça nous laisse. En parler en famille, en parler avec ses amis. C'est maintenant un sujet de conversation important. On est souvent d'accord, parfois pas, et c'est intéressant. Il me semble que cette activité un peu critique, de regard critique, vous la poursuivez aussi assez régulièrement en réalité. Oui, grâce à des amis où elle était webmastrice, ils m'ont incité à créer un site il y a plus de 10 ans, un blog en fait, cinéma, littérature et séries. Donc en fait, je poste régulièrement mes recensions de romans, Le Dernier Goncourt ou tel film, et aussi de séries. Donc si vous voulez les séries qui ont été faites après la clôture du livre, qui remonte quasiment maintenant à 1 an, parce que avant qu'il soit publié, il fallait le préparer, vous pouvez aller sur mon blog, il suffit de taper mon nom et on tombe dessus. Merci beaucoup Marc Rastoin. On rappelle donc le guide Catho des séries paru aux éditions de l'Emmanuel. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.